Bonjour Bob. Salut Gaston, tu viens pour cette fameuse histoire là? Oui, je viens pour le fameux buzz. C'est terrible hein, ce qui se passe. Incroyable. Ah non, c'est Incroyable cette histoire. Ce restaurateur qui s'appelle Bob est un client de ma librairie. Il habite à 150 mètres d'ici, donc je le connais bien, il vient souvent et il a fait un restaurant qui est, disons, décoré, mais alors de A jusqu'à Z, du haut jusqu'en bas, avec toutes sortes de motifs de Tintin. C'est un tintinophile. Bon. Il faut savoir que Tintin, tout ce qui concerne Tintin est géré actuellement par l'épouse de Hergé, qui lui est mort malheureusement et qui a épousé en seconde noces un certain Nick Rothwell. Et tout le monde dans la presse est d'accord pour dire que c'est un caractériel. C'est vraiment quelqu'un de spécial parce qu'il est à la tête d'une véritable fortune qui sont les droits d'auteur de Tintin et il gère tout ça mais avec une dureté inimaginable. Ça fait quand même 2 millions d'albums par an, c'est quelque chose, dans le monde entier bien sûr, et puis il y a tout le merchandising qui est autour, donc les figurines Tintin, d'ailleurs ici dans le magasin, je crois que si on fait le tour, je vais te montrer d'ailleurs, ben voilà, ici par exemple, ce qui sort actuellement, voilà, ce qui sort, il y a du Tintin partout. Mais chaque fois qu'un Tintin paraît quelque part, il y a quelqu'un qui paye. Tu comprends? C'est ça le principe. Donc ça fait beaucoup d'argent. Et tout ça est géré par une société qui s'appelle Moulinsart, du nom du fameux château où Tintin a fini par habiter, Tournesol, le capitaine Haddock, etc. Ça fait beaucoup d'argent. Et Nick Rothwell veille à ce que partout dans le monde, chaque fois qu'on emploie Tintin d'une manière ou de l'autre, quelqu'un paie. Bon, on peut très bien comprendre que cela se fasse lorsque par exemple on achète un t-shirt Tintin en Thaïlande ou bien qu'on revienne, je sais pas moi, de Turquie avec des figurines qui imitent Tintin. Parce que ça c'est de la contrefaçon et là on peut considérer que c'est normal, comme les gens qui reviennent avec des faux sacs Delvaux ou des fausses montres Swatch, on peut considérer qu'il y a un droit d'auteur qu'il faut défendre. Mais quand on tapisse du Tintin dans un restaurant, ça n'a plus du tout la même chose. Il ne s'agit pas de vendre quelque chose, il s'agit de mettre Tintin en valeur. Et malgré ça, ce fameux Nick Rothwell attaque un tout petit commerçant, je ne vais pas dire de rien du tout, parce que, bon, moi non plus alors, mais un petit commerce, avec 2 personnes pour y vivre, en le menaçant des pires sévices, uniquement parce qu'il a mis du Tintin dans son restaurant. Je vais te donner un autre exemple. On a créé, enfin Nick Rothwell, Moulinsart, a créé un musée Hergé. Je crois que c'était une bonne idée, parce que Hergé c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est la Belgique dans le monde entier. Alors tout de suite on lui a dit, vous faites un musée Hergé, c'est parfait, venez vous installer près du musée de la bande dessinée, au cœur de Bruxelles. D'ailleurs en face maintenant on a fait une maison pour Bob et Bobette, Lampic et compagnie, donc ça tombait bien. Eh bien non, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu se mélanger aux autres qui étaient là, il a voulu faire quelque chose d'exceptionnel et est allé s'installer avec un musée, qui est un beau musée, mais qui se trouve à Louvain-la-Neuve. Du coup, il avait prévu 200 000 personnes par an, il avait engagé 30 personnes pour faire vivre ce musée. Mais évidemment, les gens ne courent pas à Louvain-la-Neuve lorsqu'ils sont de passage à Bruxelles pendant un jour ou deux, je parle surtout des étrangers, pour aller voir Tintin. Du coup, il n'a même pas eu la moitié des personnes prévues pour visiter son musée. Il a dû remballer la moitié de son personnel. Et le directeur de son musée, avec qui il ne s'entendait pas, parce qu'apparemment il ne s'entend avec personne, est filé, il est parti. Et maintenant, il dirige, je crois, le parc Vercingétorix en Bourgogne, en France. C'est pour te donner un peu une idée du genre de personnage auquel on est confronté. Il faut dire les choses comme elles sont, hein. Appeler un chat et un chien un chien. Milo, regarde ça, la licorne. Voici les toutes dernières images des aventures de Tintin, le secret de la licorne. Combien votre bateau? Il n'est pas à vendre? Quel secret? Un film très attendu, réalisé par un vrai tintinophile, Steven Spielberg, qui rêvait depuis les années 80 d'adapter les aventures du jeune reporter. Cette preuve est en sécurité avec nous. Le rouge, on y trouve enfin un peu de crabe aux pinces d'or. Merci. À propos, je m'appelle Tintin. Haddock, Archibald Haddock. C'est dans cet album qu'apparaît un trafiquant d'opium, Omar Ben Salahad, qui sera joué par Gad Elmaleh, le seul français de cette grande aventure. Alors est-ce que le fait que la sortie du film maintenant, est-ce que ça va donner une plus grande importance, est-ce que ça va donner une explosion à cet événement? Eh oui, forcément, écoute, ça représente un fric inimaginable. Le film de Spielberg, Tintin, il paraît qu'il a coûté 100 millions
de dollars. Hein. D'accord. Non, 100 millions d'euros, 150 millions de dollars, donc environ 100 millions d'euros. On trouve derrière, comme producteur, une femme qui s'appelle Nikki, je ne sais plus comment, Kathleen, quelque chose comme ça, mais qui est celle qui a fait Le Seigneur des Anneaux, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien du tout. Voilà. C'est extraordinaire. Et on trouve derrière, comme distributeur, Sony, donc la marque Sony pour toute l'Europe, et Paramount pour les États-Unis et le Canada. Donc tu as Steven Spielberg comme producteur, tu as Le Seigneur des Anneaux comme investisseur, tu as Sony Paramount comme distributeur, tu penses bien que là on est dans du gros argent, du très très gros argent. Ouais, et qu'est-ce que Nick Rodwell fait là-dedans? Ben, apparemment, si ce que j'ai bien lu, ben, il semblerait qu'il ne fasse pas grand-chose. Et qu'on lui a acheté des droits. Il y a des chiffres qui circulent, 1 million, 2 millions d'euros, j'en sais rien, de toute façon on s'en fout. Mais apparemment, on l'a mis sur le côté et maintenant tout est géré par d'autres personnes. Donc lui, quelque part, il a fait son pactole. Alors pourquoi quelqu'un qui se trouve devant des sommes d'argent aussi importantes, avec une entreprise, avec des droits d'auteur répartis sur le monde entier, pourquoi cette personne va-t-elle se fixer sur un petit restaurateur qui a 100 mètres carrés de table et de chaises, et qui a un cuistot? C'est ça. Quelle est ton hypothèse? Ben, mon hypothèse, je me demande même si on n'irait pas lui poser la question. Allons-y. Allons-y. Bonsoir Bob. Bonsoir Gaston, ça va? Très bien, et toi? Oui, impeccable, en forme, je t'en prie. Nous sur RTL, ça passera seulement dans un magazine dans cette semaine-ci sur RTL TVI. Exactement. À venir écouter. Voilà, allez. On aurait dû plutôt prendre ce genre de truc-là pour ça qu'on le dit. Alors, dans tous ces objets qui se trouvent ici dans ton restaurant, est-ce qu'il y a des objets qui sont des contrefaçons, donc qui proviendraient d'endroits illicites, de pays genre la Turquie, la Tunisie, la Thaïlande, ou quel que ce soit? Oui, non, en fait je ne considère pas que c'est de la contrefaçon, parce que disons que les objets qui sont là, ce sont des petites statuettes qui pour la plupart viennent toutes d'Afrique, et on voit clairement que c'est nullement une contrefaçon. Ce sont des artistes locaux qui ont sculpté dans le bois, que ce soit une pirogue, une chaise à porteur, tous les différents personnages de Tintin. On voit clairement que c'est de l'artisanat. Les pièces qui se trouvent derrière toi, devant le miroir, par exemple, d'où viennent-elles? Bah écoute, un exemple le plus frappant évidemment, c'est cette fameuse pirogue qui vient d'Afrique, quoi, où là on voit très bien Tintin dans sa pirogue, mais jamais, au grand jamais, je n'ai vu une pièce comme ça dans la boutique Tintin, et là on voit clairement que c'est l'artisanat local, quoi, c'est un magnifique clin d'œil. Que cherche Moulin-Sarr? Du fric? Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, je n'ai pas d'ultimatum, ils ne m'ont rien demandé encore, ils m'ont simplement demandé d'enlever toutes les pièces qui ne correspondaient pas à leurs envies. Voilà, donc comme on le sait tous, dans la justice, la plupart du temps, c'est celui qui a le meilleur avocat qui l'emporte. Maintenant, si la société Moulin-Sarr décide de t'attaquer en justice, comment comptes-tu réagir? Est-ce que tu comptes aussi engager des avocats et lancer la répartie? Comment dire, est-ce que tu comptes aller en justice contre eux? Comment est-ce que tu comptes y prendre? C'est difficile à dire parce que, bon, évidemment, ils ont quand même un ténor qui est Maître Birnbaum, qui est le spécialiste de tout ce qui est droit à l'image et autres, mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Maintenant, j'attends vraiment conseil d'avocats aussi qui vont me dire que eux, parce que tout le monde connaît mon décor, mais tout le monde ne peut pas éplucher à 100%. Donc j'attends maintenant d'avoir confirmation de certains conseillers qui vont me dire ce qu'il y a lieu de faire, quoi. Mais c'est vrai que la justice n'est pas toujours le meilleur moyen. Ils ont quand même un ténor du barreau, et comme tu le dis, c'est vrai qu'en général, c'est toujours le meilleur avocat qui gagne, mais il y a sûrement peut-être d'autres avocats qui prendraient ma partie en se disant ben, ça peut nous faire une publicité aussi, de pouvoir contre-attaquer la SMLSA. Mais c'est pas du tout mon but. Moi, j'estime que je ne fais rien de délictueux, et je vois pas pourquoi il faut commencer à faire une procédure judiciaire. Je ne sais pas si je vais oser, mais oui, on va le faire dans Actu TV, on ose tout. De toute façon, c'est devenu... oui, c'est devenu vraiment, voilà. Voilà, ça c'est le genre de choses que Yann Bucois fait. Et là aussi, c'est aussi une façon d'attaquer Hergé, parce que bon, comme il a fait une bande dessinée qui est pure comme ça. T'as pas eu des ennuis avec les éditions du Lombard et notre... Si, ils ont voulu faire des procès, tout ça, mais en fait... en France, ils avaient pris un grand avocat qui s'appelait Maître Veil, qui est le frère de Simone Veil. De Simone Veil, oui. Mais comme les parents sont morts dans un camp, et nous on a fait un dossier, se sont passés
un collaborateur de Hergé, donc le passé où il faisait des caricatures antisémites, etc., dans des Brüsseler Zeitung. Et donc, là, tout le monde est toujours surpris de ça, parce que c'est pas su. Et donc, on a fait ça d'une certaine façon pour provoquer Hergé, qui lui est très malin, il n'a rien fait. Sauf quand il est mort, la veuve, qui est au courant de rien, c'est une petite dactylo du studio. Mais son mari, par contre... Oui, mais son nouveau mais qui s'y croit, et le mari aussi. Et ils ne connaissent pas le passé de Hergé, parce que Hergé n'en parlait pas. Et donc, Maître Venn ne l'a pas défendu, donc ils ont été condamnés, et ils n'ont pas gagné le procès contre moi. Elle réclamait 10 millions, francs belges. Et donc, ils n'ont rien eu du tout. En Belgique, ils avaient pris aussi Maître Berenbaum, qui est un grand spécialiste des droits d'auteur, mais c'est aussi un juif, bizarrement. Et donc là, finalement, c'est tombé à l'eau, donc ils n'osent plus rien faire, en fait. Ils sont très gênés, parce que je suis passé à la télé aux États-Unis. On demandait, ah bon, mais c'est un raciste, tout ça, parce que bon, eux, ils faisaient des dessins animés à l'époque chez Hanna-Barbara. Il y avait des dessins animés de Tintin. Donc elle a laissé tomber. Donc moi, je peux tout me permettre. Donc de ça, j'ai fait des grandes toiles. Ils bougent pas, quoi. Ils doivent être rouges et morts. Et j'ai même dit, bon, si elle me demande 10 millions, ben j'irai sonner tous les matins pour avoir une tartine chez elle, quoi. Donc, quelque part, ils ont compris que c'était incontrôlable et irrécupérable, en fait. Et ils n'ont pas l'habitude de ça, parce que c'est vrai qu'ils font des procès à tout le monde. Bob et moi venons de voir une vidéo donc, de Monsieur Bucquoy qui faisait un petit peu des démonstrations de ses œuvres, donc, qui sont des Tintins un petit peu érotiques, voire pornographiques. Oui, déjà. Et Monsieur Bucquoy donc, disait dans la vidéo qu'il était intouchable au niveau des attaques par la société Molinsart ou les ayants droit de Tintin, parce que si jamais quiconque l'attaquait, il risquait un petit peu de dévoiler beaucoup de choses sur le passé un petit peu très noir de Monsieur Hergé, donc sa période un peu collaboratrice dans la période nazie, ses propos, beaucoup l'accusent de racisme et j'en passe, et donc il s'estime intouchable. Alors qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai évidemment pu feuilleter et même avoir en main les dessins de Yann Bucquoy. C'est un fait que bon, c'est une satire, c'est une manière d'exposer Tintin que je ne pourrais pas faire au restaurant ici, parce que bon, j'ai un public plus jeune que 7 ans et plus vieux que 7 ans qui s'offusquerait évidemment de certaines positions de Tintin. Donc, puis j'estime dans un restaurant, bon, c'est quand même pas, ça ne reflète pas un décor de restaurant. Maintenant, c'est vrai que bon, si Yann Bucquoy lui possède des choses où il peut se prémunir d'être intouchable par la Fondation Hergé parce qu'il détient des documents, des choses comme ça, ben, tant mieux. Maintenant, ben, ceci dit, c'est vrai que bon, le passé d'Hergé, tout le monde en parle. J'étais pas là pour le vivre, j'étais inexistant au moment d'eux. Je ne juge pas. Moi, tout ce que j'ai pu connaître d'Hergé, c'est Tintin. Et c'est l'œuvre qui m'a fait vibrer, voyager, passer d'excellents moments, plutôt d'étudier, j'étais plus fourré dans la BD. Et bon, moi la vie d'Hergé se résume à ça, c'est une découverte, c'est au fil des phylactères de découvrir un univers et m'imprégner de ça. Mais tout son passé, ben, évidemment, on en relate tellement dans la presse. C'est pas, à mon avis, 60 ans après qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé, sur des événements du passé, parce que sinon on remet toute la littérature, on remet tout en question, et pour finir, on ne pourra plus jamais rien créer, de peur d'être critiqué dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Lui, c'est Dupont. Et lui, c'est Dupont. En chantant.